Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va vous parler des entités sans âme et d'imitation. Et c'est un sujet avec de nouvelles informations et aussi de nouveaux témoignages. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Mais avant de continuer, on voulait vous dire que notre livre « La matrice archontique et le piège temporel » qu'on a fini d'écrire en fin mars 2025 est disponible sur notre site librairiedubonheur.com. Donc c'est un livre qui est le fruit de 3 ans de travail. Et là on parle justement de glissement de timeline, du lien entre entité et pensée intrusive, du phénomène des abductions, des contacts, du lien entre contact, channeling et fausse lumière. On parle aussi du vampirisme psychique, du lien entre vampirisme psychique et actualité. On revient aussi sur la sélection du canard, sur les événements au Moyen-Orient, sur le faux sauveur externe. Donc c'est un livre qui va extrêmement loin. C'est un livre qui est vraiment... qui est le fruit de 3 ans de travail. Donc, si le livre vous intéresse, allez sur notre site librairiedubonheur.com et achetez-le. Vous ne serez pas déçus. Absolument. Et ça, on a vraiment des retours très positifs. Donc, sachez également que le dimanche 22 juin 2025, on organise une visite guidée conférence à Paris de 13h à 18h sur le thème de Saturne et du temps. Exactement. Et on fera le lien entre le culte de Saturne, le temps. On posera aussi les questions sur la nature de notre réalité, sur la nature du temps. Et on fera le lien entre le temps, les technologies des entités sans âme et les anges déchus. On parlera également d'un vortex, puisqu'il y a un vortex et la présence d'un vortex sur un lieu énergétique à Paris que l'on verra. Et on montrera aussi comment la mise en place du transhumanisme et des interunivers, c'est quelque chose qui vraiment saute aux yeux. Tout ça, c'est inscrit dans les monuments et c'est visible au nez de tout le monde. Et voilà, il ne s'en cache même plus. Et on verra les preuves de ça parce que c'est vraiment flagrant. Donc, on verra beaucoup de symbolisme autour de Saturne, du transhumanisme. On parlera de Tartaria. Donc ça va aller très très loin. Alors, comme il prévoit du show, sachez qu'on s'arrêtera aussi dans des parcs ombragés, puisqu'il y a plusieurs parcs ombragés autour de la conférence, notamment un square avec le plus vieil arbre de Paris. Et s'il fait vraiment très très chaud, on ira aussi dans un café climatisé. Oui. Donc, ne vous inquiétez pas pour le show, tout est prévu, calculé, et on marchera vraiment dans des endroits ombragés. Et en tout cas, on verra beaucoup de choses très, très, très intéressantes. Donc, le lieu de rendez-vous, c'est au 8 rue Bernard de Clairvaux, Paris 3e arrondissement, et juste à côté de la statue du défenseur du temps, qui est connectée à Saturne, et où il y a énormément de choses à dire sur cette statue. Donc, le métro pour y accéder, c'est le métro Rambuteau, ligne 11, le métro Réaumur-Sébastopol, ligne 4, ou le métro RER Châtelet-Léal. Donc venez nombreux, c'est vraiment convivial, il y a beaucoup de partage, c'est vraiment très intéressant. Alors, sachez également qu'on organise une conférence en présentiel le samedi 5 juillet 2025 de midi à 18h sur le thème du remplacement. Non, ça c'est le webinaire. C'est sur le thème de la possession et des interférences. Et c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre puisque les interférences, les pensées intrusives et la possession,
c'est vraiment Le fléau. le fléau, c'est connecté au système de contrôle. Donc on parlera de tout ça lors de la conférence du samedi 5 juillet 2025 de 12h à 18h en présentiel à Paris. Et le lieu de cette conférence, c'est le Café d'Orléans au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, métro Mouton du Vernet, ligne 4. Et c'est une conférence qui dure de 12h à 18h. Donc une vraie conférence à l'ancienne, en présentiel. Alors sachez également que le Paul samedi... Ponceau organise un webinaire le samedi 12 juillet 2025 de 18h à 22h. Et dans ce webinaire en direct, je parlerai du remplacement de l'humanité et de la connexion avec la fausse lumière. Parce que la fausse lumière pousse au remplacement de l'humanité. Donc, c'est un webinaire sur un thème inédit, vraiment d'actualité. Sachez aussi que les enregistrements de tous les webinaires depuis janvier 2024 sont disponibles sur notre site librairiedubonheur.com. Donc, en cas d'achat, si vous les commandez, on vous envoie ça sous 24 heures par grosfichier.com. Et parce que c'est des thèmes complètement différents les uns des autres, il y a 16 ou 17 webinaires différents. Commandez-les, vous verrez, ça en vaut vraiment le détour. Donc, il y a pas loin de 100 heures, 60, 70 heures vraiment de webinaires en tout. Donc vous pouvez les commander. Si vous êtes intéressé, on vous mettra le lien en dessous de ce podcast. Ça, c'est très important et on voulait vous remercier à tous nos auditeurs de nous soutenir. On voulait vous dire merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Exactement. Donc ça, c'est très important et merci pour qu'on puisse continuer notre travail et l'améliorer. Exactement. Gratitude. Donc, Paul, aujourd'hui, on va parler des entités sans âme, encore une fois, puisque c'est un sujet qui est très vaste et on n'a jamais fini de l'étudier. Comment les entités imitent? Les entités, de toute façon, les entités sans âme, c'est des formes de vie, des programmes qui viennent de la matrice. C'est des entités physiques, mais avec une physique différente de la nôtre, à base de plasma. C'est des entités qui peuvent enlever physiquement des humains et les amener dans leurs dimensions et dans des dimensions synthétiques. C'est des entités qui nous manipulent par des systèmes de croyances. Pourquoi? Parce qu'elles se nourrissent de notre louche, de notre énergie psychique. Elles nous manipulent aussi par le programme du faux sauveur externe qui est connecté au système de croyances. Elles nous manipulent aussi par la dévotion, par la peur. Et donc, pour générer de la dévotion, mais aussi de la peur et de la tristesse, ces entités vont imiter. Mais elles vont imiter en prenant l'apparence qui convient le mieux à la personne qu'elles ont en face. Donc leur aspect original, c'est un aspect de type reptilien, de type gris, et ça, de type aussi insectoïde et de type être des ombres. Et ça, il y a vraiment les descriptions. Les Amérindiens décrivaient ça. Les chamans sud-africains décrivaient ça, les mystiques arabo-musulmans décrivaient ça, les gnostiques décrivaient ça, notamment ils font le lien entre les gris et les archontes, et c'est hyper intéressant. Mais au-delà de cette apparence, ces entités sont capables de se modifier, de transformer leur apparence. C'est ce que les Amérindiens appelaient des tricksters. C'est les djinns, puisque c'est le même type d'entité. C'est
c'était très bien décrit par les Amérindiens, donc avec les tricksters. C'est un autre mot pour décrire les entités. Ça veut dire les farceurs, mais c'est plus que des farceurs. Il faudrait dire les farceurs tueurs parce qu'elles tuent. C'était décrit aussi par les penseurs celtes quand ils parlaient du petit peuple et de la gentilhommerie, c'est-à-dire des fées et des lutins. Et pour certains d'entre eux, ils parlaient de leur manipulation, et c'était décrit par les penseurs arabo-musulmans qui parlaient des djinns. Du reste, par exemple, dans des livres comme Les Mille et une Nuits et tout, on voit le type de manipulation des djinns. Oui, est-ce que c'est les entités sans âme qui ont la forme humanoïde ou c'est encore autre chose? Elles ont une forme, disons, elles ont 2 bras, 2 jambes, ça c'est évident, mais il y a des entités sans âme qui ont carrément l'aspect de plasma. Là encore, les penseurs arabo-musulmans décrivaient ça, les djinns à base de plasma. Après, elles sont de nature plasmatique, d'autres sont plus solides et ont une apparence humanoïde, mais des têtes de reptiles, des têtes d'insectoïdes, des têtes de gris, en fait, pour faire simple. Mais elles n'ont pas un aspect humain, mais elles sont capables de modifier. C'est des entités faites du plasma, en fait. Elles sont faites de plasma. Du reste, c'est une réalité plasmatique. Et ça, des scientifiques sont en train d'y arriver avec la théorie de l'univers électrique qui est plus que de la théorie. La matière noire, ça serait du plasma selon le travail de Robert Temple. On est de toute manière dans un monde qui fonctionne comme une simulation de nature quantique, hyper sophistiquée, reprogrammable de l'intérieur par les entités sans âme qui se comportent du reste comme des programmes, comme des applications, pour faire simple, qui peuvent reprogrammer la fausse création de l'intérieur. Et ces entités sont capables d'imiter. Et ça va très très loin. Donc vous allez voir à la fin, restez parce que à la fin on va parler de cas qui vont extrêmement loin de ces imitations. Mais tout d'abord, les cas les plus connus d'imitation, c'est les apparitions religieuses. Par exemple, beaucoup d'apparitions religieuses, ça on en a déjà parlé, sont des entités sans âme qui prennent un aspect de personnages religieux. Elles s'adaptent en fonction de l'époque et en fonction des croyances. Pourquoi elles font ça? Pour renforcer des systèmes de croyances, mais aussi pour détruire et aussi pour tuer, pour vampiriser, puisque beaucoup de voyants, de témoins d'apparitions religieuses finissent par mourir, comme beaucoup de contactés. Et ça, c'est le résultat des entités. Ou bien, si les personnes ne meurent pas, leur vie ça devient une catastrophe. Par exemple, les 2 petits bergers de la Salette, donc il y avait Mélanie Calva et le garçon Maxime, je crois, si ma mémoire est bonne, ou je ne sais plus, enfin, peu importe. Le garçon, il est devenu complètement fou. Même le curé d'Ars ne comprenait pas. Et ça, c'est le résultat direct de l'apparition. Bernadette de Lourdes, elle est morte dans un couvent à 36 ans, dans d'atroces souffrances. Thérèse de Lisieux, les bergers deux des 3 bergers de Fatima sont morts. Et ça, il y avait un commandant, le commandant Émile Tisanet, donc, qui avait écrit un livre il y a pas mal de temps, qui parlait justement de ce qu'étaient devenus les témoins d'apparitions religieuses. Et beaucoup finissent par ou mourir, ou tomber malade, ou vivre des vies extrêmement tristes. Et ça, c'est vraiment connecté à l'action de ces entités. Et dans les apparitions religieuses, donc on en a parlé dans un podcast récent, dans les années 1800, entre 1800 et 1900, elle prenait l'aspect d'apparition religieuse
pour renforcer les systèmes de croyance et parce que c'était la croyance dominante, maintenant, elles prennent l'aspect de galactique. Du reste, je vais bientôt sortir, enfin, on m'a interviewé sur les galactiques, donc ça va sortir très bientôt sur la chaîne Les Sentiers du Réel. Donc, voilà, pour vous dire, je suis assez content de cette interview, mais toutes ces apparitions de galactiques, que ce soit en apparition physique, lors de contact, lors du programme spatial secret, ou que ce soit des communications de channeling, c'est vraiment connecté à toute cette manipulation, cette imitation des entités qui s'adaptent au temps. Tu penses que les entités changent leur nom et leur forme et ces apparitions parce qu'elles constatent que les humains commencent à se rendre compte, ou bien c'est pour d'autres raisons? Je pense que c'est parce qu'elles constatent que les humains s'en rendent compte et parce qu'aussi elles génèrent des systèmes de croyances et elles renforcent ces systèmes de croyances. Et donc elles modifient leur apparence en fonction du temps, en fonction de l'époque et en fonction des croyances. Puisqu'elles sont capables de pénétrer l'esprit des gens, elles le font avec les pensées intrusives, mais elles peuvent aussi prendre les pensées, chercher nos pensées les plus intimes, nos croyances les plus intimes, et se matérialiser en fonction de nos croyances, en fonction de nos pensées. Donc ça, c'est vraiment fait pour détruire. Beaucoup de personnes qui ont eu des contacts physiques avec des galactiques sont tombées malades. Et ça, on en a déjà parlé, donc on ne va pas y revenir, mais c'est pour tuer. En même temps, ça entretient aussi des systèmes de croyances, et c'est aussi pour prendre l'âme, puisqu'on a affaire à des prédations d'âme. Et ça dure depuis très très longtemps. Beaucoup de récits bibliques sont connectés à ces apparitions d'entités. Beaucoup de textes religieux sont connectés à ces apparitions d'entités. Oui, c'est depuis la chute. Depuis la chute et depuis l'arrivée du prédateur. Oui. Mais ça c'est évident. Donc parce que malgré toutes ces époques, il y a quelque chose qui reste, qui tient la route, c'est que les entités sont là depuis toujours. Voilà. On est dans leur réalité. Des pionniers parlaient il y a des siècles, comme même il y a Jimmy Gueux, même il y a d'autres qui parlaient il y a même très quand tu dis il y a des siècles, effectivement, siècles. Emmanuel Swedenborg en parlait au XVIIe siècle. Charles Fort, il y a plus de 100 ans, on parlait de ces entités manipulatrices. Les chamans amérindiens en parlaient depuis des millénaires. Même les penseurs arabo-musulmans, ils étaient au courant, les Celtes, donc... Et c'est fait même plus que des siècles. Mais simplement, la société actuelle est tellement manipulée par ces entités, il y a un tel endormissement, et c'est plus encore maintenant avec le canard et compagnie, je n'en dis pas plus ici, que les gens, ils n'y pensent même plus. Ils sont dans un espèce de truc, mais les entités, c'est un système de contrôle qui dure depuis des millénaires, depuis la chute dans la fausse création. Et c'est un système de contrôle qui est non seulement pour cette timeline, pour d'autres timelines, pour d'autres dimensions. Donc là, il y a beaucoup aussi d'entités qui imitent les voix de proches. Par exemple, il y avait une jeune fille en Allemagne. Elle a cru entendre la voix de son grand-père et elle s'est enfoncée dans la forêt. Et quand elle s'est enfoncée dans la forêt, elle qui connaissait tous les chemins et tout, elle voit que la forêt est différente, qu'il y a des traces, qu'il y a même des traces de bombardement, de choses comme ça. Ça se passe dans les années 60. Et
en fait, heureusement, le vrai grand-père l'a appelée et ensuite, donc, elle est sortie de sa transe. Et après, elle est allée voir elle a vu son grand-père, lui a dit, voilà, j'ai découvert quelque chose dans la forêt en écoutant ta voix où il y avait des traces de bombardement, des choses comme ça. Et le grand-père dit, non, je connais cette forêt depuis des années. Il n'y a pas des endroits où il y a des traces de bombardement, des carcasses de chars et des choses comme ça. C'est l'Allemagne des années 50 et des années 60. Donc, elle y retourne avec le grand-père, si ma mémoire est bonne. Et là, c'est la forêt normale. Il n'y a absolument pas de traces de chars, pas de traces de bombardement, ni rien. Et là, on voit très clairement que c'est une voie d'entité qui cherchait à la perdre, qui cherchait à la faire s'éloigner de ses proches, peut-être pour une abduction, peut-être pour un enlèvement définitif. Mais beaucoup d'abductés vont aussi entendre des voix. Par exemple, rappelez-vous du cas de cette petite fille qui entend une voix qui l'appelle. C'est un repas de Thanksgiving, donc elle sort de chez elle et elle suit cette voix. Et là, elle découvre une souris qui est en train de l'appeler. Je dis bien une souris. Donc, quand elle ramasse la souris, il y a un temps manquant. Elle ne se rappelle plus de rien. Quand elle se réveille, la nuit est en train de tomber. Elle rentre chez elle assez paniquée. Le repas de Thanksgiving est terminé depuis très longtemps. Et ses parents et toute sa famille, qui étaient des gens très attentifs, ne se sont même pas rendus compte qu'elle était absente. Donc on voit bien que cette apparition de souris, cette souris qui crie le nom de la petite fille, c'est typique des souvenirs écrans avant les abductions dont parlait le docteur John Mack, dont parle aussi David Jacobs et d'autres pionniers. Ces souvenirs écrans sont faits pour éloigner l'abducté de ses proches pour qu'il puisse être enlevé physiquement, discrètement. Et très souvent, quand il y a un souvenir écran, les souvenirs écrans comportent des animaux. Donc c'est très fréquemment des chouettes. Or la chouette fait partie du culte de l'homme-oiseau dont on a déjà parlé. Ça peut être un cerf, un animal très souvent avec des grands yeux, comme les entités. Mais ça peut être n'importe quel animal. Par exemple, John Mack parle même dans sa préface du livre du docteur David Jacobs, Les kidnappeurs dans notre monde, il parle de familles qui sont attirées par des insectes pendant que la personne abductée se fait abducter. Donc c'est typique des souvenirs écrans, des leurres, des imitations des entités, même des manipulations de la réalité. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent se transformer aussi? Ah, elles se transforment, elles modifient leur apparence, bien évidemment, puisque par leur technologie, elles modifient leur apparence. Alors, est-ce qu'elles se transforment, ou est-ce qu'elles modifient la perception, ou est-ce qu'elles se couvrent de manière holographique? On ne peut pas trop savoir, mais elles ont les technologies pour tout. De toute façon, c'est des formes d'intelligence artificielle qui peuvent se transformer. Et j'ai pensé, pour la petite fille, ça se passe dans les années 50, si ma mémoire est bonne, et 50 ou 60, et à l'époque, c'était Mickey et compagnie qui étaient à la mode, donc la souris. Les entités se sont présentées comme des souris pour prendre l'apparence de Mickey, de choses comme ça. C'est en fonction des croyances de la petite fille, pour la leurrer en fonction de ses croyances. Beaucoup d'apparitions de cryptides aussi. Alors, les cryptides, il y a des animaux inconnus authentiques, ça on en a déjà parlé, on refera du reste des podcasts sur ça parce que c'est un sujet méconnu, fascinant. Il y a des animaux inconnus authentiques, il y a aussi des humanités parallèles qui sont plutôt bienveillantes comme les bretous, mais parmi les cryptides, il y a aussi des entités sans âme qui vont se faire passer pour des cryptides. Et dans ce cas-là, ça conduit à la destruction du témoin. Par exemple, il y a une dame, donc une dame américaine qui s'appelait Claudia, et son récit a été rapporté par Josh Turner. Elle vit sur la côte est des États-Unis avec son mari et ses 2 filles, et un jour, sa fille aînée
lui demande si elle connaît des choses sur le Bigfoot pour un exposé qu'elle devait faire à l'école. Donc la mère lui dit non, non, donc la mère Claudia lui dit non, non, pas du tout, je ne connais rien, ça n'existe pas. Et la fille lui dit mais si, ça existe, l'institutrice, la maîtresse ou l'institutrice, la professeure nous en parle, ça existe. Donc là, quand même, Claudia a sa curiosité piquée et elle va sur Internet. Ça se passe en 2014, je précise. Donc elle cherche sur Internet et elle tombe sur plein de films, de documents sur le Bigfoot. Donc, commence à devenir vraiment passionnée. Et il y a un groupe de recherche de Bigfoot, comme il y en a beaucoup aux États-Unis, qui font des enquêtes de terrain sur le Bigfoot. Ça serait du reste hyper intéressant qu'il y ait ça en France pour les bretous et les choses comme ça, parce qu'il y a des lieux dans le sud-est de la France où il y a des apparitions de bretous, d'animaux inconnus, mais bien évidemment, la culture cartésienne fait que, officiellement, ces choses-là n'existent pas, alors qu'elles existent bel et bien. Il y a des expositions les bretous. Sur les bretous, et c'est ça qui est hyper intéressant. Il y a des expositions sur le bretou. Mais quand on parle de ça, même aux maires de village, dans des petits villages ou à des gens des petits villages, personne ne veut savoir. Pourtant, il y a des expositions dessus et il y a des témoignages qui ont été recueillis par des gens comme Florent Barrère, qui ont été aussi... Marie Roca aussi, très très bon travail. Donc c'est une réalité. Et les témoignages continuent d'affluer. Charles Joasten, un anthropologue français des années 50, avait enquêté. Michel Ballot, mais lui c'est plus pour le Bigfoot et pour le Mokele Mbembe. Mais il est ouvert, sur tout ça. Oui, ça c'est clair. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'à Charles Joasten, donc un anthropologue originaire de l'Isère ou des Hautes-Alpes, dans les années 50, il avait enquêté chez les personnes âgées, chez les villageois, sur des cas d'apparition de Bigfoot. Et les gens en parlaient, il n'appelait pas ça Bigfoot, il appelait ça les bretous, mais les gens en parlaient librement à l'époque. Et les livres de Charles Joasten sont encore disponibles dans les musées dauphinois, le musée du Dauphiné. À Grenoble, je sais qu'il y a une certaine époque, il y avait encore des copies de son livre. Donc ça, c'est un document scientifique et c'est très intéressant, c'est très scientifique, très scolaire, mais il recueillait les témoignages. Et lui, donc voilà, ça c'est une réalité. Mais revenons-en à Claudia. Claudia, elle rejoint ce groupe d'études sur le Bigfoot et elle est tout de suite captivée. Elle fait des enquêtes de terrain et quelques temps plus tard, elle voit une espèce de petit Bigfoot accroché à l'arbre. Et là, tout le groupe le voit. Du reste, il y a même des photos qui ont été prises, par le groupe, qui ne sont pas sur Internet, qu'ils ont gardées pour eux, mais qui ont été vues par Josh Turner, un cryptozoologue américain de très grande qualité. Donc il y a des photos qui existent, il y a des preuves photographiques. Et c'est Claudia qui avait remarqué ça. Donc, même pour les photos, il y a un gros tabou parce que beaucoup de photos publiées disparaissent et tout. Donc, les groupes sont réticents à publier les photos. Mais il y en a. Et ils commencent à en avoir sur Internet. Donc, allez regarder. Mais il y a c'est tout mis sous le boisseau, la cryptozoologie. Il y a un degré de secret autour, au moins aussi grand qu'avec les ovnis. Il y a même des équipes spéciales, c'est connecté à l'ordre noir et tout, et ça, le témoignage de Tom Lyons, même le témoignage de David Paulides, ça corrobore tout ça. Il y a un blackout total. Donc beaucoup de chercheurs sont réticents à publier leurs photos. Mais il y en a qui le font. Allez voir sur Internet, c'est hyper intéressant parce que ça remet tout en question. Beaucoup de théories scientifiques, comme notamment, sont remises en question. Vous savez laquelle? La théorie de Monsieur Charles, dont le nom de famille, c'est celui d'une ville en Australie. Donc je n'en dis pas plus ici. Mais voilà, Charles d'Australie, on va dire. Voilà, une ville au nord de l'Australie. Donc peu importe.
peu importe, ça remet beaucoup de choses en question. Donc elle voit ça et là, elle est complètement extatique. Simplement, l'entité est rentrée en elle. Son mari voit qu'elle change. Et à un moment donné, elle devient de plus en plus isolée, elle s'occupe même plus des filles. Et le mari lui dit, c'est Bigfoot ou moi. Et elle choisit Bigfoot. Donc, son mari la quitte et elle prend ses filles et elle va vivre en Californie. En Californie, elle achète une cabane, c'est pas une cabane, c'est un chalet en pleine forêt, dans les montagnes, et elle amène ses filles tous les jours. Donc ses filles qui ont 16-17 ans, elle les amène tous les jours pour observer le Bigfoot. Donc les filles vont à l'école et le soir, toute la famille va observer des Bigfoot. Ça plaît à la mère, ça plaît aux filles, mais leur vie tourne autour du Bigfoot. Donc c'est des randonnées pour voir le Bigfoot et tout. Et voilà. Et un jour, elle voit une forme noire sur un chemin. Donc là, Claudia se dit, ça doit être un ours. Mais il n'y en a pas qui ont été signalés dans la région. Et là, les filles et la mère se rendent compte que c'est un Bigfoot. Et là, le Bigfoot les observe. Et il observe une des filles en particulier. Or, selon les Amérindiens, les Bigfoot kidnappaient très souvent des jeunes filles et elles ne revenaient jamais. Donc là, la mère prend peur, elle prend ses filles et elle recule tout doucement, elle rentre chez elle. Mais à partir de ce moment-là, sa vie n'a été que cauchemar. Les Bigfoot venaient visiter la famille tous les soirs, mais il y avait aussi des phénomènes paranormaux, des phénomènes de poltergeist, des phénomènes de hantise et des apparitions de Bigfoot qui avaient à la fois une structure solide et qui avaient aussi une apparence comme les créatures des ombres. Donc c'est là où on voit bien que c'est des entités sans âme. Et ces apparitions se produisaient quand le petit copain de Claudia n'était pas là, puisqu'entre-temps, elle s'était mis en couple avec quelqu'un qui était beaucoup plus ouvert sur le Bigfoot et qui participait aux chasses, au Bigfoot, entre guillemets. Chasse, c'est dans le sens d'observation. Donc, un jour, alors que son petit copain n'est pas là et que les filles sont chez leur père, et qui neige, Claudia voit un Bigfoot qui est dehors, mais un Bigfoot vraiment d'aspect monstrueux. Et elle voit plusieurs Bigfoot qui assiègent sa maison. Donc là, elle est pétrifiée. Et à un moment donné, les Bigfoot partent. Donc elle se dit, neige ou pas neige, je m'enfuis d'ici, je ne veux pas rester ici. Elle prend la voiture, elle déneige en vitesse le chemin pour partir, elle en a rien à faire qu'il neige ou pas, et alors qu'elle est en train de déneiger, un Bigfoot apparaît de nulle part. Et là, Claudia essaye de dialoguer avec lui, comme ils apprennent très souvent dans des groupes de recherche Bigfoot à tendance New Age, et tout ça, elle commence à dialoguer avec lui, elle dit « on veut juste prouver ton existence, on veut pas t'embêter et tout ça, on veut te protéger aussi parce que... » Et le Bigfoot, il lui répond, il lui dit « non, comme ça ». Donc on voit bien que c'est plus qu'un animal. À ce moment-là, pour faire simple, Claudia fait une attaque massive. Je ne sais plus exactement comment, mais son petit copain arrive, il la découvre, elle est amenée à l'hôpital. À l'hôpital, ils réussissent à la sauver par des traitements et tout, et elle finit par s'en sortir avec des séquelles, mais elle finit par s'en sortir. Et là, le petit copain lui dit « écoute, tu vas arrêter ces recherches sur le Bigfoot, tu vas venir avec moi dans le Tennessee. » Alors elle
elle a dit, elle était en parfaite santé. Il faut bien dire, une personne en forme qui faisait de la randonnée. Donc, les médecins ne comprennent pas pourquoi elle a eu l'attaque. Personne ne comprend. Or, les attaques et tout ça, c'est très souvent lié à ces entités. Donc, elle part dans le Tennessee et pendant plusieurs mois, tout va bien. Sa santé Donc, revient. en fait, elle pensait qu'elle était sortie d'affaires. Elle pensait qu'elle était sortie d'affaires. Mais à ce moment-là, elle commence à avoir des apparitions de Bigfoot à nouveau autour de la maison du Tennessee, même devant son copain, devant ses filles. Il y a des phénomènes aussi d'apparition d'entités de type gnome et des phénomènes d'abduction, d'apparition de gris. Donc là, toute la famille le constate. Elle fait même appel à des cryptozoologues et tout. C'est là où intervient Josh Turner. Et Josh Turner comprend que c'est une créature diabolique auquel il a affaire, que c'est une entité sans âme. Et juste avant de mourir, Claudia, elle écrit son témoignage et elle dit « c'est des entités extrêmement dangereuses ». Elle a compris qu'elle avait été bernée par ces entités. Et malheureusement, elle est morte en 2023 ou 2024, puisqu'elle a refait plusieurs autres attaques, ce qui a fini par la tuer, alors qu'elle était en parfaite santé. Et ça, c'est connecté directement à ces entités. Donc là, on voit bien des entités qui utilisent ses désirs les plus profonds, rencontrer un Bigfoot, ses croyances, la croyance dans le Bigfoot pour se manifester à elle, d'abord de manière relativement bénigne, le jeune Bigfoot dans l'arbre. Ensuite, ces entités détruisent sa famille, provoquent la séparation avec son mari. Ils l'isolent, ils la font partir en Californie, où elle rencontre son ami, mais son nouveau compagnon voyageait assez souvent, n'était pas souvent présent, puisque pour son travail, il voyageait beaucoup, il était souvent sur les routes, sur les choses comme ça. Donc, elle est isolée. On voit aussi que les entités commencent à attaquer sa famille. Ensuite, une fois qu'elle est isolée, les entités attaquent sa santé. Puis ensuite commencent à se manifester sous leur vraie forme, notamment sous la forme de gris, tout en manipulant ses perceptions. Puis elles finissent par la tuer. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, elle a été abductée par les gris? Bien sûr, c'est les mêmes, bien sûr, ça c'est évident. Quand elle a vu le gris, il y a toute une période de missing time et tout. Et on voit bien qu'il y a un vampirisme. Donc on voit qu'elles utilisent les systèmes de croyance pour vraiment manipuler les gens. C'est la même chose avec les channels. Les channels, la plupart sont sincères, mais les entités utilisent leurs croyances, leurs désirs pour les manipuler, pour générer des systèmes de croyances, pour non seulement générer des systèmes de croyances, mais aussi renforcer leurs propres croyances, vampiriser le louche des channels et des gens qui les suivent, s'ils sont publics. Donc c'est quelque chose qui va très loin. Oui, les entités sans âme peuvent attaquer par les failles et aussi par les désirs, les plus grands désirs, et même par le talent des personnes. Absolument. Ça, elle travaille sur plusieurs plans, finalement. Elle travaille sur plusieurs plans. Par exemple, il y avait un prêtre, c'est le cas d'un prêtre. Alors lui, il était fan de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin connecté au New Age, au transhumanisme et tout, et à plusieurs choses hyper négatives. Je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais c'était pas ce qu'on pense qu'il était. C'était quelqu'un complètement connecté au système de contrôle et tout ça. Donc, ce prêtre s'était fasciné pour Teilhard de Chardin et à un moment donné, il a commencé par avoir des espèces de visions, des scénarios mis en place et des visions basées essentiellement sur le point oméga, sur la noosphère de Teilhard de Chardin. Des visions aussi qui lui disaient qu'on évoluait pour arriver vers une conscience christique et tout.
Mais ces visions, carrément, le coupaient de la réalité. Il était dans une sous-réalité. Et à un moment donné, ça s'est terminé en une possession totale. Heureusement qu'un autre prêtre exorciste qui avait été aussi manipulé de cette façon par les entités via ses croyances a pu l'exorciser, mais il s'en est fallu de peu. Et un exorcisme qui a duré 2 mois. C'est rapporté du reste par Malachi Martin. Donc on voit bien qu'il y a un scénario, des scénarios entiers qui sont mis en place. Pour la dame, c'est le scénario avec le Bigfoot, la famille de Bigfoot, les scénarios qui finissent par détruire la personne. Pour le prêtre, c'est un scénario basé sur ses croyances, essentiellement basé sur la religion tronquée et aussi sur les croyances connectées à Teilhard de Chardin. Et tout ça, donc, sur des croyances New Age, il faut le dire. Donc, on voit bien qu'il y a tous des scénarios qui sont mis en place. Et parfois, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Lors des abductions, il y a des scénarios qui sont mis en place en fonction des croyances. Par exemple, une abductée américaine d'origine finlandaise, hyper croyante, qui s'appelait Betty Andreasson Lucas, donc qui est toujours vivante, je crois, si ma mémoire est bonne. Elle, les entités pendant les abductions qui étaient physiques, il y avait des implants, des traces sur la peau, sa famille qui était abductée, son mari et tout. Une très bonne enquête qui a été faite par Raymond Fowler sur plusieurs livres. Et il a écrit, je crois, 4 ou 5 livres sur son cas. C'est une énorme enquête dans les années 70, 80, très très bonne enquête. Raymond Fowler, qui du reste a écrit à plus de 90 ans un livre sur les timelines, sur les manipulations du temps, donc un érudit dans tous ces domaines, qui a fait le lien entre abduction et manipulation du temps. Et cette américaine, Betty Andreasson Lucas, les entités se manifestaient comme sous leur vraie forme, mais aussi comme des personnages religieux pour la manipuler, pour prendre son louche. Ensuite, les entités lui faisaient des scénarios physiques, mais dans des dimensions synthétiques, puisque les entités peuvent créer des dimensions synthétiques générées, parce qu'elles ne créent pas, elles peuvent générer des dimensions synthétiques où elles amènent des abductés et leur font vivre des scénarios. C'est un petit peu comme dans les jeux de Super Mario, il y a les Warp Zones, cette espèce de zone dans le jeu, les entités génèrent des dimensions synthétiques. Et dans ces dimensions synthétiques, qui sont aussi physiques ici, même si les lois de la physique sont différentes, l'abducté est emmené physiquement et les entités mettent en place des scénarios. Et dans le scénario, Betty Andreasson Lucas a plein de scénarios mystiques qui concernent la religion et tout ça. Après, il y a des scénarios de type NDE que lui mettent en place les entités, où on voit la connexion entre ces entités et la fausse lumière. Betty Andreasson Lucas, elle n'est pas morte de ça, mais elle a énormément souffert, beaucoup de problèmes de santé et beaucoup de problèmes avec sa famille. Syndrome typique du contacté. Est-ce qu'elles peuvent mettre des scénarios où elles font tomber sur des synchronicités négatives, où les gens tombent dans des synchronicités négatives? Bien sûr, elles mettent en place ce genre de scénario aussi. Ce qu'elles font, c'est qu'elles manipulent la réalité. Donc ça, c'est le phénomène du love bite, pour que les personnes tombent amoureux d'une autre personne et quittent tout pour la personne. Et la personne va ensuite être débranchée, donc la personne qui a tout quitté se retrouve seule et sans rien. Et là, en fait, c'est une imitation des sentiments amoureux. Et il y a beaucoup de synchronicités négatives qui sont faites comme ça. Et les synchronicités négatives, c'est une imitation des synchronicités positives, tout simplement. Synchronicité négative mène vers la destruction, synchronicité positive
Au contraire, c'est quelque chose qui fait grandir, ça vient de la source de nos capacités créatrices. Et le problème, c'est que c'est très difficile de distinguer une synchronicité négative d'une synchronicité positive. Mais la question est très, très, très intéressante. Elles imitent même les synchronicités. Pour des gens comme Elena Danaan, par exemple, pour ne pas la citer, on voit bien que ces expériences sont authentiques, mais c'est un scénario qui est mis en place par les entités. Et c'est les mêmes entités qui jouent le rôle des entités qui l'abductent, où elles se montrent sous leur vrai visage, et où elles jouent le rôle de galactiques, où elles se montrent sous un aspect fausse lumière pour la mettre dans un système de croyances basé sur le faux sauveur externe, et ensuite pour renforcer cette croyance dans les galactiques et tout. Mais tout ça, toute cette expérience est authentique, physique, réelle, mais toute cette réalité est manipulée par les entités sans âme qui modifient leur apparence. Récemment, on a eu le témoignage d'une dame qui a vécu une expérience de glissement du temps où elle s'est retrouvée en l'an 4000. Et en l'an 4000, cette dame parlait de génératrices qui généraient des formes de vie artificielles. Et après, elle avait comme des communications de la part d'entités de l'an 4000 qui disaient qu'elle avait été envoyée en l'an 1964, l'année de sa naissance, pour justement aider la Terre et tout. Et comme c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition, elle a compris que quelque chose n'allait pas, qu'il y avait une manipulation. Et heureusement, parce que sinon, elle serait rentrée dans ce programme du faux sauveur externe, et les entités voulaient l'utiliser pour être une espèce d'ambassadrice. Heureusement que la personne a beaucoup de discernement et a compris. Et comme on lui a fait remarquer, justement, quand elle nous a parlé de ça, elle parlait dans l'an 4000 de champs à perte de vue et de machines qui généraient des formes de vie. Mais s'il y a des champs à perte de vue, où sont les humains? Où sont les humains? On voit bien qu'il y a un plan anti-humain derrière. Mais on voit bien aussi qu'elles imitent certaines choses. Elles imitent le futur. Parfois, elles emmènent vraiment les gens dans le vrai futur de la timeline, puisqu'elles voyagent dans le temps, mais parfois elles génèrent des timelines synthétiques où elles les emmènent dans un futur totalement virtuel. Mais tout cela a lieu sur le plan physique. Il n'y a rien d'astral. Quoique l'expérience de cette dame, c'est une expérience, on ne sait pas si en état modifié de conscience ou physiquement. Il y a des éléments qui laissent à penser que c'était physique, que vraiment il y a eu une manipulation, que le temps a été manipulé, mais voilà. Mais encore, je ne sais pas si c'est en astral ou en physique pour cette dame, mais pour beaucoup de ces expériences dans les timelines synthétiques, c'est physique. La plupart des abductions sont physiques. Donc, et là, on voit très bien qu'il y a eu un leurre. Et encore, cette dame, elle connaît ce travail de recherche, elle a beaucoup de discernement. Donc, quand on voit qu'on peut être leurré tout en travaillant sur ces sujets-là, alors des gens qui ne connaissent pas, c'est vraiment énorme. Voilà, c'est un fléau, je veux dire. Ah oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Pour des gens qui ne sont pas au courant de ces informations, c'est pire que tout. Et ces entités peuvent aussi prendre la forme de personnes décédées. Elles peuvent imiter des décédés. Par exemple, j'avais connu une voyante, donc il y a 20 ans de ça, et elle avait donné beaucoup d'informations hyper intéressantes sur le temps, sur les vortex, sur ses expériences aussi, avec des acteurs du cirque de la politique. Et à un moment donné, elle avait parlé d'une expérience qui était connectée à des entités non humaines. Un jour, elle avait un ami qui était mort dans un accident. Donc, elle était très triste. Elle était allée à l'enterrement et tout. 2 ou 3 mois plus tard, quelqu'un sonne à la porte. Et c'est son ami décédé, qui est là, physiquement, comme si c'était normal. Donc, cette dame qui était à l'époque très prise dans les systèmes de croyances
de la vie après la mort, qu'après la mort, tout est beau, et tout est rose, et tout ça, que le karma, les cycles d'incarnation, réincarnation, sont faits pour évoluer. Et tout, quand elle voit son ami, elle se dit, c'est lui, décédé, qui s'est matérialisé, et qui est venu me dire bonjour. Donc pour elle, ça fait partie de sa réalité. Et il y a des gens, effectivement, qui voient des vrais décédés, mais les vrais décédés ne sont pas du tout... c'est pas la même chose que dans ce témoignage. Les vrais décédés, ils sont pas là pour nous faire évoluer, tout simplement parce qu'eux-mêmes continuent d'être pris dans la matrice, dans ces cycles d'incarnation, réincarnation. Mais cette dame, en l'occurrence, pensait que c'était son ami qui était revenu, lui parlait de la vie après la mort, lui donnait un signe et tout, pour lui dire qu'il évoluait et tout. Mais elle le voit physiquement. Donc elle est étonnée, mais pas plus que ça. Donc même en tant que voyante, quand on entend ce témoignage, on se rend compte qu'il y a déjà une prise de contrôle de l'entité sur le cerveau de la personne. Parce que même si on voit un décédé, voilà, on a beau être ouvert à ça, ça fait un choc. Même des passeurs d'âme, qui, quand ils voient des décédés, ça leur fait des chocs. On en connaît plusieurs, donc voilà, ils nous ont témoigné, ça fait toujours un choc, ça fait quelque chose. Oui, pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas appréhender cette réalité. On a été tellement programmé, formaté. Donc elle voit cette personne décédée, et elle n'est même pas choquée. Donc, même après coup, elle s'était dit, c'est bizarre que je n'étais pas choquée. Et à ce moment-là, le décédé lui demande, écoute, je voudrais que tu me laisses ta cuisine. Donc on voit la manipulation, le jeu pervers des entités. Et tu me laisses cuisiner, mais pendant que je cuisine, tu ne rentres pas dans la cuisine. Donc elle dit ok, elle est tellement contente, et ça se reproduit plusieurs fois de suite. Et voilà, donc donc le décédé revient toujours à la même heure, il fait la cuisine. Et ce qu'elle dit, c'est que le décédé lui disait toujours « Je fais la cuisine, tu ne t'inquiètes de rien ». Et elle sentait une odeur épouvantable dans sa cuisine. Une odeur épouvantable dans la cuisine. Voilà, c'est ce qu'elle disait. Et pour elle, c'était normal, comme si de rien n'était, comme dans un état second. Donc, ça va à un point où même les voisins se plaignent de l'odeur dans la cuisine. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est réel. Et puis, cette dame qui avait beaucoup d'intuition, qui même à l'époque avait de l'intuition, beaucoup de connaissances du reste, commence à se dire, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et là, elle rentre en voyance. Et c'était quelqu'un qui avait des dons authentiques de voyance. Et elle voit des entités de type reptilien qui sont au centre de la Terre. Et elle les voit elle en voit une qui prend l'apparence de son ami décédé. Donc là, elle se dit tout de suite, mais j'ai été leurrée par une entité non humaine. Elle appelait ça un démon, peu importe. J'ai été leurrée par un démon. Et c'est la même chose de toute manière. À partir de ce moment-là, l'entité n'est plus jamais revenue. Mais cette entité, donc on voit déjà un espèce de jeu pervers où l'entité se faisait passer pour un décédé. Pourquoi ? Pour prendre l'énergie de cette dame, Et symboliquement, quand l'entité était dans la cuisine, ceux qui cuisinaient, à mon sens, c'était littéralement les émotions de la personne. Ils prenaient les émotions de la personne, la dévotion de la personne, parce qu'elle était vraiment contente. Suite à ça, cette voyante est tombée malade. Et du reste, c'est devenu une maladie chronique. Elle a fini par en mourir. Mais c'est suite à ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand elle a vu la personne décédée, elle
Elle n'a pas réagi, c'est-à-dire qu'elle ne s'est même pas posé la question, elle Rien. n'a pas trouvé ça pas normal, et c'est vraiment pas normal. Et ces entités-là ont les technologies pour hypnotiser. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est ce qui a dû se passer. Ah, il y a une hypnose, une manipulation et tout ça. Chose qui... Du reste, c'est ce qu'explique David Jacobs, beaucoup d'abductés, quand ils voient les entités, ils n'ont même pas peur, puisque les entités les mettent sous un contrôle mental. Et là, il y a vraiment eu un contrôle mental et une imitation de la personne décédée. Est-ce que tu penses que des choses se passent à ce niveau-là, par exemple, quand les personnes, quand les humains ne réagissent pas, par exemple? Est-ce que ça peut être une sorte d'hypnose par ces entités? Ça peut être une sorte d'hypnose. Même les gens qui sont totalement endormis avec le canard et tout ça, c'est une hypnose collective de la part de ces entités. Et ça, c'est clair, puisque même avec le canard, il y a des anecdotes. Par exemple, vu tout ce qui est en train d'arriver, même on a beau parler de ça à des canardistes, convaincus, on a beau leur montrer les faits, il n'y a rien à montrer, les faits sont là, c'est officiel, c'est là, il suffit de regarder même les torchons dans les cafés et tout ça, les torchons et tout ça, les torchons, quand j'appelle les torchons, c'est les flyers de propagande, on va dire, sans rentrer dans les détails, tout ce qui est mainstream, il suffit de voir la presse mainstream pour voir que le canard, voilà, c'est pas ce qu'on pense du tout, mais ces gens-là, ils trouvent toujours des excuses, des ci, des ça. Donc on voit bien qu'il y a une hypnose, il y a une hypnose collective. Est-ce que tu penses que c'est une hypnose plus la programmation du faux sauveur externe, parce que c'est quand même puissant? C'est les deux. L'hypnose pour moi vient de technologie. Ça vient aussi des pensées intrusives qui imitent les pensées. Donc du reste, les pensées intrusives dont on a fait un podcast, elles imitent nos pensées. Donc ça vient de ça, et tout ça, toutes ces entités, ces technologies, elles se greffent sur le programme du faux sauveur externe qui a été mis en place par les entités non humaines. Mais c'est affolant. Les faits sont là, mais beaucoup de canardistes, alors pas tous, mais beaucoup ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir que le col vert, c'est comme le clone, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est ça, mais c'est ça. Et plus c'est gros et plus ça passe. On voit très bien que quelque chose n'est pas clair que ça soit actuellement. Que ça soit clone, col vert ou peu importe, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Donc le clone, l'image de synthèse, c'était celui qui jouait le premier rôle dans le cirque américain avant le col vert. Voilà, le clone, l'image de synthèse. Peu importe, mais c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Donc c'est pour dire voilà que c'est pour dire qu'il y a cette hypnose. Du reste, il y a d'autres types d'hypnose. Ça, c'est le cas d'imitation d'un ranger américain. Et ça va très, 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 très loin. C'est un ranger, un jour, il voit quelqu'un, il est en train de patrouiller dans un parc national américain. Beaucoup de choses se passent dans les parcs nationaux parce qu'ils sont connectés à des vortex. Et là, il voit un jour un humain qui est en train de marcher. Mais il trouve que c'est extrêmement bizarre qu'il y ait quelqu'un tard le soir, à 11h ou minuit. Donc là, il observe la personne tant qu'il peut, parce que ça a beau être une nuit de pleine lune, il a beau avoir une lampe pour s'éclairer, voilà, c'est difficile de voir. Mais là, il voit que la personne, c'est lui. Il voit son visage. Et la personne lui donne un sourire
vraiment maléfique. Et à ce moment-là, la personne se transforme en une créature qui ressemble à un rampant blanc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc là, le ranger, il ne sait pas trop quoi en penser, il est complètement effrayé par ce qu'il a vu, il pense devenir fou, donc il va en parler à un chaman amérindien. Le chaman amérindien lui dit « Non, tu n'es pas fou, tu as vu un Wendigo. » Un Wendigo, c'est un autre terme pour décrire une entité sans âme. Ça peut aussi décrire un sorcier, mais ça décrit une entité sans âme prédatrice. Et il lui a dit, et le chaman lui dit, le Wendigo reviendra à toi. Et plusieurs fois, quand il fait ses patrouilles, même en plein jour, il voit cette entité qui prend son apparence. Donc les choses se passent, il fait une cérémonie pour se faire nettoyer, donc une cérémonie très bien faite et tout, et il ne voit plus l'entité. Quelques mois plus tard, il patrouille, et là, horreur, il voit son fils qui est en train de s'approcher d'un précipice et qu'il appelle « Papa, papa ». Donc là, il se dit mais comment c'est possible, mon fils n'a pas pu sortir, c'est une catastrophe, et il court vers son fils. Et là, il voit que son fils est en train de se transformer en une créature de type Wendigo. Et là, le Wendigo tombe dans le précipice. Donc ça, c'est absolument abominable. Donc lui, il va voir la créature qui est tombée. Et là, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre son fils mort dans le précipice. Donc c'est un truc de fou. Donc ce qu'on peut voir dans cette histoire, c'est que c'est connecté à une abduction, littéralement. Alors, déjà, on voit que les entités sans âme avaient ciblé ce ranger en déjà prenant son apparence, donc en imitant son apparence, mais le ranger n'avait pas consenti. Il ne s'est jamais approché de l'entité. Donc, première chose. Ensuite, on voit qu'il y a une cérémonie qui est faite pour nettoyer ces entités et que la cérémonie semble marcher. Et là, ça montre que l'entité fait semblant de partir. Ou peut-être que la cérémonie a une certaine efficacité et que l'entité s'éloigne. Simplement, même si une entité s'éloigne, il faut faire un travail sur soi pour que l'entité ne revienne pas. Il faut garder la vibration élevée. Peut-être que le ranger ne l'avait pas fait, ou peut-être que l'entité avait fait semblant de partir pour mieux manipuler. Ça fait aussi partie du jeu de l'entité. Ensuite, on voit l'entité qui imite le fils, et ensuite qui se transforme à nouveau en entité. Ensuite, le ranger, là par contre, il s'approche de l'entité quand elle imite le fils, et ensuite il va voir l'entité quand elle tombe dans le vide, il va voir l'entité. À la place de l'entité, il retrouve son fils. Donc, on voit bien que là, il y a une imitation de l'entité qui utilise l'image du fils pour leurrer la personne à consentir à l'entité. Et la personne consent à l'entité en faisant ce que toute personne ferait, aller sauver son fils, littéralement. Mais ensuite, on voit qu'il y a toute une manipulation de la perception de la personne pour que l'entité... On voit que c'est une manipulation de la perception de la personne par l'entité. Et ensuite, quand la personne va en bas du précipice, elle retrouve littéralement son fils. Donc pour moi, ce que je pense, c'est que le fils a été abducté par des entités, tué lors de l'abduction, déposé en bas du précipice,
et que l'entité a pris, une des entités, un de ces Wendigo, un de ces gris, un de ces rampants blancs, un de ces djinns, a pris l'aspect du fils pour leurrer le père. Mais ce qu'on voit, c'est toujours cette notion de scénario absolument abject qui est mis en place. Bien évidemment, ce ranger, quand il a voulu en parler et tout ça, tout a été mis sous le boisseau. Il a perdu son travail. Et là aussi, il a perdu son fils. Tout était une abomination. Et du reste, même quand il y a des phénomènes qui sont signalés comme ça, il y a tout un espèce de groupe qui fait taire les personnes qui signalent ces apparitions de créatures mystérieuses. Donc, il y a vraiment quelque chose à creuser. Donc, le témoignage de ce ranger confirme les témoignages de Paul Aides et aussi de Tom Lyons et de Josh Turner, qui a une envie d'étouffer ces apparitions et les disparitions connectées à ces créatures, parce qu'il y a énormément de disparitions, et on voit bien dans ce témoignage le côté abject, maléfique, purement maléfique de ces entités. Et ça, c'est pour extraire le louche, c'est un jeu pervers. Est-ce que c'est une expérimentation abominable? On peut pas savoir. Et est-ce que ces entités peuvent faire imiter les personnes vivantes et imiter les décédés de la même manière? Exactement, de la même manière. Elles imitent les personnes vivantes. Du reste, même ces entités doivent jouer un rôle, même dans des phénomènes comme le ciblage en réseau et tout. Il y a tout un facteur humain connecté à l'ordre noir et tout, humain entre guillemets, mais il y a aussi ces entités qui modifient leur apparence, qui prennent l'aspect d'humains normaux. Et du reste, David Jacobs parle de ça avec les hybrides, qui ont un aspect du reste normal, mais qui sont tout sauf des humains normaux. Et beaucoup de chercheurs comme John Keel, même Jacques Vallée, parlent de ces apparitions, de ces entités qui sont capables de modifier leur apparence. Donc on voit que les entités imitent beaucoup plus qu'on ne le pense. Même par exemple, quand il y a des simulations, des jeux de simulation, c'est des imitations de la réalité, mais notre réalité et le monde des morts, et cette dimension et les autres dimensions, les autres timelines, c'est des imitations abominables de la vraie création. Donc on voit que ces entités, elles imitent littéralement. Et cette capacité d'imitation, de manipulation de la perception, non seulement les anciens l'avaient compris, mais aussi certains penseurs comme Philip K. Dick, par exemple, il avait compris toutes ces capacités d'imitation et tout, et ça commence à rentrer ça commence à être accepté par la science, en tout cas la science de pointe. Par exemple, on est en train de lire le livre de Rich Van Virk, donc, qui est un scientifique du MIT, très rationnel, très terre à terre, mais lui, il parle de la simulation, il parle aussi, alors il sous-entend la manipulation de ces entités, en tout cas la manipulation au sein de la simulation. Donc on voit bien que toute cette imitation de la part des entités, on voit bien que ce système de contrôle des entités est basé sur l'imitation. Et le phénomène le plus fréquent d'imitation, c'est les pensées intrusives, où les entités imitent nos pensées. Donc ça, c'était le dernier podcast, donc on ne va pas y revenir dessus, mais on est dans un système d'imitation. Et on est dans une réalité où des entités sont parmi nous. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent non seulement imiter nos croyances et prendre un aspect en fonction de nos croyances, mais elles peuvent aussi prendre des aspects de cryptides, d'animaux inconnus. Elles peuvent aussi imiter nos pensées, mais elles peuvent carrément nous imiter, se faire passer pour des décédés, pour des humains vivants. Donc, cette imitation, ça fait partie du processus d'infiltration par les entités non humaines. Et c'est pour ça
que vraiment la piste, c'est le discernement. Oui. Surtout quand il y a des phénomènes paranormaux, beaucoup de discernement. Et l'ouverture d'esprit, puisque face à cela, on peut que être ouvert d'esprit, puisque c'est possible d'être manipulé et physiquement, psychiquement, éthériquement, c'est-à-dire qu'on peut être leurré à tous les niveaux. Absolument. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes qui sont dans la voyance, la spiritualité, beaucoup même de personnes qui croient voir des animaux inconnus, se font manipuler par ces entités. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous dans leur boîte. Ils ne voient pas que tous les phénomènes paranormaux sont interconnectés. Oui, après, il y a des cryptides authentiques, il y a des apparitions de décès authentiques, de décédés authentiques, clairs, nets et précis. Il y a des channelings authentiques, mais les apparitions authentiques dans le sens où c'est des animaux mystérieux, des décédés authentiques ou des vrais êtres de lumière, c'est relativement rare. Beaucoup plus fréquent, c'est les entités sans âme qui se font passer pour des animaux mystérieux, qui se font passer pour des décédés. Surtout dans le channeling, là, c'est très fréquent, qui se font passer pour des maîtres ascensionnés, des êtres de lumière. Dans les contacts, c'est pareil. La plupart des contacts avec des galactiques, des soi-disant frères de l'espace, c'est des entités, c'est des contacts avec des entités sans âme. Donc cette manipulation est beaucoup plus fréquente qu'on ne le dit. Oui, c'est pour cela qu'on traite ces sujets. C'est pour ça qu'on traite ces sujets, parce que il faut du discernement. Quand quelqu'un vit une expérience paranormale, il faut toujours qu'il se pose la question, qu'est-ce qu'il y a derrière cette expérience? Est-ce que cette expérience est ce qu'elle paraît être, ou est-ce qu'il y a manipulation d'entités? Parce que toutes les expériences, ou la grande majorité, 99,9%, pour ne pas dire 100% des expériences paranormales sont authentiques, mais dans un grand nombre de cas, peut-être 80-90% des cas, la personne va voir une entité sans âme qui se fait passer pour autre chose. Donc, et c'est là, justement, où le discernement, l'intuition rentrent en jeu. Beaucoup d'entités ont pu être démasquées, par exemple, parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Si par exemple une personne voit un fantôme, normalement le fantôme, il la verra qu'une fois. Mais si le fantôme commence à suivre la personne et tout, voilà, c'est qu'il y a quelque chose, que le fantôme n'est pas forcément un fantôme. Ça peut être un démon ou une entité sans âme. De même, beaucoup de personnes vont avoir des rencontres avec des cryptides. Si c'est un cryptide authentique, la personne verra le cryptide. Si c'est même un représentant d'une humanité parallèle authentique, parce qu'il y a des humanités parallèles, la personne verra ces créatures, et ça sera un moment ou d'émerveillement ou de peur, parce que c'est tellement hors de la matrice, hors de ce que ça peut faire peur, mais ça durera que pendant ce temps. L'entité ne les suivra pas. L'humanité parallèle, l'animal mystérieux ne suivra pas. Par contre, si une personne a des effets secondaires après avoir vu un cryptide, s'il y a des conséquences, des phénomènes paranormaux et tout ça, il faut penser aux entités sans âme. Ça, c'est hyper important à comprendre. Et on oublie de discerner les choses, parce qu'on a tout en nous, des capacités de discernement et de choses comme ça, mais tout cela se perd. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'un faux sauveur externe, les gens ont besoin quelque part d'être dans leur croyance et tout, mais justement pour bien discerner, c'est vraiment sortir de ses croyances, c'est vraiment faire un travail sur soi pour déjà se connaître soi-même, savoir quelles pensées viennent de nous, quelles pensées viennent de l'extérieur, parce qu'elles manipulent beaucoup par les pensées intrusives. Ensuite, c'est savoir discerner autour de soi. Qu'est-ce qui est manipulation, qu'est-ce qui n'est pas. Et c'est travailler son discernement. Et c'est pas toujours évident. Et ça passe par l'information, ça passe vraiment par la prise de conscience. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental à comprendre.
le Et maître apprendre à mot, s'écouter, en voilà, fait. à s'écouter. Apprendre à s'écouter. Et puis aussi soigner les failles par lesquelles les Oui. entités attaquent, parce qu'elles attaquent très souvent par des failles. On le voit avec le cas du prêtre possédé, sa faille, c'était justement qu'il était dans le New Age, qu'il avait des croyances New Age, en même temps des croyances connectées au sauveur externe et tout. Elles attaquent par des failles. Donc, comme tu dis, c'est vraiment apprendre à s'écouter. À s'écouter et puis suivre à son rythme, être informé à son rythme et puis faire quelque chose au quotidien qui relève justement la vibration ou les énergies ou les fréquences. La clé, c'est se créer son propre bonheur au quotidien pour créer un canevas de réalité incompatible avec les entités sans âme. Et se créer son propre bonheur, tout simplement, oui, en fait, dans le quotidien. Il y a des gens qui le font en faisant des gâteaux, d'autres qui le font en faisant des promenades, et tout ça. Et ensuite, c'est transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, pour qu'on crée une réalité humaine. Et ça, c'est vraiment couper le problème à sa racine, puisque comme les entités sans âme n'ont pas de connexion divine, elles ne peuvent pas vibrer au-delà d'un certain seuil. Donc si on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, à un moment donné, elles ne peuvent plus projeter leur réalité. Elles ne peuvent plus se matérialiser aussi facilement dans cette réalité. Je ne dirais pas qu'elles ne peuvent pas se matérialiser, mais elles peuvent se matérialiser beaucoup moins facilement, parce que les anges déchus, il semblerait qu'ils puissent se matérialiser dans la vraie création. Il y a des témoignages pour ça, mais bon, pour l'instant, c'est vraiment élever ces vibrations, ça rend la manipulation des entités beaucoup plus difficile. Ça, et c'est nos capacités créatrices. C'est comme tu dis, c'est pas complexe, c'est complexe, mais pas compliqué. C'est-à-dire, il y a énormément de choses, mais c'est pas compliqué. Il suffit, il faut être informé, il faut à son niveau faire des petites choses au quotidien, que ce soit prendre un café, que ce soit faire un gâteau, quelque chose qu'on aime bien. Ça aide vraiment à élever notre joie, finalement. Exactement. C'est ça. Mais c'est de toute façon par le discernement, par la prise de conscience et par nos capacités créatrices qu'on arrivera à déjouer ce système de contrôle. Donc, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup de votre soutien. Au revoir, à bientôt et puis au plaisir de vous revoir. Au revoir, merci.